Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. La rumeur courait depuis plusieurs semaines, elle a été confirmée hier. Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, a remanié son gouvernement. Noureddine Yazid Zerouni, jusque-là au ministère de l'Intérieur, devient le tout premier vice-premier ministre du pays. Et Bouteflika dit au revoir à Chakib Khalil. Le ministre de l'Énergie était certainement devenu trop encombrant. Mathilde Bélanger. Son départ n'est pas vraiment une surprise pour les observateurs de la politique algérienne. Chakib Khalil, à la tête du ministère de l'Énergie depuis 1999, est officiellement appelé à d'autres fonctions. Un limogeage dont le bruit courait avec insistance depuis les scandales de corruption qui ont ébranlé son secteur. Chakib Khalil, ministre de l'Énergie et des Mines, est un proche du président Bouteflika et le fait que le président l'écarte, ça veut dire qu'il voudrait calmer les critiques constatées en Algérie et à l'étranger quant à la gestion de l'entreprise de Sonatrach, la principale entreprise du pays. Alors pour prendre sa place, il nomme Youssef Yousfi, un spécialiste du domaine, ex-PDG de la Sonatrach et très respecté au sein de l'OPEP. Il connaît bien la fonction pour l'avoir déjà exercée par le passé. Il aura la lourde tâche de restaurer la stabilité du secteur du pétrole et du gaz alors que les cours mondiaux ne cessent de chuter. Sur le départ également, Alachemi Djaboub, remplacé au ministère du Commerce par Moustapha Ben Bada et Hamid Ben Salah, ministre de la Poste et des Télécoms, à qui succède Moussa Ben Hamadi. Abdelhamid Temar, enfin l'ancien ministre de l'Industrie, est nommé à un autre portefeuille nouveau, celui de la prospective et des statistiques. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia lui est confirmé à son poste, mais il sera secondé, c'est l'autre grand aspect de ce remaniement. La promotion de Noureddine Zerouni au titre de vice-premier ministre, un poste nouveau, sorte de renfort de l'exécutif pour ce proche d'Abdelaziz Bouteflika. Surtout, il quitte le ministère de l'Intérieur et c'est son ancien délégué Daou Ould Kablia qui prend sa place. Direction le Proche-Orient à présent. La nuit a été très agitée à Gaza. L'aviation israélienne a lancé 6 raids aériens. Pas de victimes apparemment. La partie sud de la bande de Gaza a été visée, tout près de Rafah, où se trouvent des tunnels de contrebande. Un autre raid a eu lieu dans l'est de la ville. Cette fois-ci, un atelier servant à la fabrication d'armes était ciblé et il a été détruit. Et plusieurs bateaux venant de Grèce, de Turquie, d'Irlande et de Chypre veulent rejoindre la bande de Gaza. Ce sont des bateaux d'aide humanitaire. Mais cette nouvelle tentative pour briser le blocus n'a pas vraiment commencé sa route. La flottille est bloquée à Chypre où elle doit récupérer des hommes politiques. Les autorités de l'île s'y opposent et céderaient aux pressions israéliennes selon l'organisation humanitaire responsable de ce voyage. Israël a déjà annoncé que la flotte n'aura de toute façon pas accès à la bande de Gaza. Et la région va-t-elle un jour être complètement désarmée ? Un accord a été passé entre les signataires des pays du traité de non-prolifération nucléaire. Il est enthousiasmant pour l'Union européenne, équilibré et réaliste pour les États-Unis, mais complètement hypocrite selon Israël. Plus de détails dans ce sujet de Pierre Leduf. Se dirige-t-on vers un Proche-Orient sans armes nucléaires ? C'est en tout cas ce que laisse espérer la déclaration finale de la conférence de suivi du traité de non-prolifération. Hier, à New York, 150 États se sont accordés sur l'urgence de parvenir à l'universalité du TNP, bien sûr, mais aussi sur la création au Proche-Orient d'une zone sans armes nucléaires. Une conférence régionale sera convoquée en 2012. C'est une initiative des pays arabes visant à faire pression sur Israël. Le chemin à parcourir n'est pas facile, mais c'est la seule voie possible. La réaffirmation aujourd'hui par la conférence de l'importance de l'adhésion d'Israël au traité et la mise sous les garanties de l'AIEA de toutes ces installations nucléaires confirme la détermination des États parties prenantes à poursuivre les engagements de 1995 et 2000 dans ce domaine. Il y a quelques jours, on apprenait qu'Israël aurait signé un accord avec l'Afrique du Sud dans les années 70, prévoyant de lui vendre des têtes nucléaires. Or, Israël n'a jamais reconnu disposer d'arsenal nucléaire et n'est donc pas partie prenante au traité. L'État hébreu dénonce pourtant l'hypocrisie de l'accord obtenu hier. Il attire l'attention sur d'autres détenteurs non officiels de l'arme atomique, l'Inde, le Pakistan, mais aussi l'Iran qui cherchera à se la procurer. L'Iran est le seul pays à propos duquel le bureau des gouverneurs de l'AIEA a affirmé qu'il ne remplissait pas les garanties nécessaires en matière nucléaire. Nous remarquons que l'Iran n'a rien fait pour gagner la confiance de la communauté internationale par son comportement lors de cette conférence. L'Iran, quant à lui, s'est félicité du résultat de la conférence. Pour parvenir à la création d'un Proche-Orient dénucléarisé, l'Iran et Israël n'auront pas d'autre choix que de collaborer.
La piste du sabotage est presque une certitude alors que l'Inde compte ses morts. Plus de 30 heures après le déraillement de ce train express reliant Calcutta à Bombay, le bilan monte au-delà des 110 victimes. Plus de 200 personnes ont été blessées. Selon les autorités, il s'agit d'un acte de sabotage des rebelles maoïstes. Mais le groupe a démenti toute responsabilité. Je vous le disais en titre, c'est bien la pire marée noire de l'histoire des États-Unis et la Louisiane est la région la plus touchée. Un mois après l'accident, Barack Obama est venu à nouveau en visite et à Galliano, un petit village de pêcheurs, tout s'effondre sous le poids de cette catastrophe. Regardez ce reportage de Caroline Groussin et Karine Svetvogel. Voilà plus de 50 ans qu'Oliver navigue sur le bayou de la Fourche, un ancien méandre du Mississippi. Mais depuis quelques jours, ses filets à crevettes restent pliés à cause de la marée noire approchante. Les autorités viennent d'interdire la pêche ici, une décision qui affecte tout son village. Si je ne sors pas pêcher, le vendeur d'essence ne vend pas. Les marchands de glace ne vendent pas. L'épicier ne vend pas. Le quincaillier ne vend pas. Ça fait du mal à tout le monde, pas seulement à nous. À Galliano, aux confins de la Louisiane, les habitants à majorité acadiens sont habitués aux coups durs. Margaret a connu la chute des prix de la crevette en 2001, l'ouragan Katrina en 2005, mais cette fois-ci, elle craint le pire pour son village. Je pense que ça pourrait l'anéantir totalement. Je connais des gens qui comptent sur ce qu'ils pêchent pour se nourrir chaque jour. Je ne sais pas comment ils vont faire. La pêche, le tourisme, tous les secteurs sont touchés. Dans ce restaurant, la clientèle a chuté depuis l'annonce de la fuite du puits de pétrole. Avant, on faisait plus de 45 ouverts au déjeuner et maintenant, on en vend une vingtaine. Tout s'est arrêté, mais bon, je continue à venir déjeuner ici. Je me suis demandé aujourd'hui si je n'allais pas plutôt me faire un sandwich au lieu de dépenser mes sous ici, parce que je ne gagne plus un sou en ce moment. Dans cette entreprise, on répare des filets de père en fils depuis 4 générations. Le patron craint l'arrêt total de ses ventes d'ici un mois. Mais chez les employés, la plupart âgés de plus de 70 ans, on en a vu d'autres. Je ne pense pas que l'industrie va mourir. Pas tout de suite. Je ne crois pas que ça va crever. Vous comprenez ? La nappe de pétrole de près de 3 km² a déjà commencé à souiller les marais et le phénomène pourrait empirer avec la saison des ouragans. Mais quoi qu'il arrive, les Acadiens installés dans la région depuis plus de 250 ans comptent bien y rester. Et on termine avec un petit mot de football. 1, 2, 3, 0. Les Algériens ont perdu hier en match amical face à l'Irlande, 3-0. Pourtant, ils partaient plein d'espoir et d'entrain. Les Fennecs, même de mémoire d'immigrés. On n'avait jamais vu autant de drapeaux algériens dans les rues irlandaises. Alors, dans la presse ce matin, il y a des explications à cette défaite. Bien sûr, la fatigue due à la préparation pour le mondial, mais aussi les absences redoutables de Majid Bouguera et Antar Yahya dans la défense. Je vous rappelle que la Coupe du Monde débute le 11 juin prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.